Good morning, ladies and gentlemen. I am Major General Dave Chalmers, First Assistant Secretary, Commemorations and War Graves Bonjour Division à of the tous ceux et Department toutes of celles Veterans qui nous Affairs. rejoignent sur le site internet de France 3 Picardie pour suivre cette retransmission en direct de la cérémonie Anzac Day à Villers-Bretonneux dans la Somme. Cérémonie qui cette année sera placée plus particulièrement sous l'ombre, si je puis dire, de la terrible bataille de la Somme déclenchée il y a 100 ans, le 1er juillet 1916. Donc la cérémonie s'ouvre par un discours d'introduction du major général David Chalmers qui retrace donc l'arrivée des Australiens ici sur le champ de bataille, sur les champs de bataille du front occidental, donc au début de l'année 1916. Car je vous rappelle qu'en 1915, les Australiens essuient un premier revers militaire important à Gallipoli, dans le détroit des Dardanelles, le 25 avril 1915. La bataille va durer 8 mois, va se solder donc par de grosses pertes humaines, mais nous y reviendrons plus tard. Et les Australiens sont ensuite versés sur le front occidental et ils arrivent donc dans le nord de la France à partir de mars 1916. Et ils vont participer à la préparation de cette grosse offensive de l'été 1916. Oui, en 1916, la participation australienne, notamment dans la Somme, va être très importante, bien plus importante qu'à Gallipoli d'ailleurs. Et les pertes également, on y reviendra tout à l'heure, seront très lourdes. Cette année 2016, qui est l'année du centenaire de la bataille de la Somme, a une importance particulière pour les Australiens, puisque les deux grandes batailles auxquelles ils ont participé en 1916 furent la bataille de Fromelles et la bataille de la Somme, et notamment un lieu qui s'appelle Pozières, petit village de la Somme où tant d'Australiens sont tombés. Mais nous allons aborder la partie peut-être la plus émouvante de cette cérémonie, qu'on appelle la catafalque partie. Oui, les gardes d'honneur vont prendre position sur les marches devant le mémorial. Cette pratique prend ses origines dans la tradition du positionnement d'un garde devant les cercueils pour éviter les risques de pillage et de profanation. On peut ajouter que chaque garde d'honneur représente un corps d'armée de l'armée australienne. Un corps d'armée différent, bien évidemment. Ce moment est extrêmement ritualisé, presque chorégraphié. Ces gardes d'honneur vont rester là durant toute la cérémonie, sans bouger du tout.
I now invite Australia's ambassador to France, Mr. Stephen Brady, AO-CVO. Alors à présent, c'est l'ambassadeur australien en France, Stephen Brady, qui va prendre la parole. Alors l'ambassadeur va nous rappeler pourquoi la participation australienne a été si importante pendant la Grande Guerre, et notamment lors de la campagne de Gallipoli, plus connue en France sous le nom de campagne des Dardanelles, qui va marquer l'entrée en scène des troupes australiennes en 1915 dans le premier conflit mondial. Alors s'il s'agit véritablement du baptême du feu pour les Australiens, on peut quand même signaler que les Australiens rentrent en guerre en août 14, et que les premiers combats auxquels ils participent ont lieu en Nouvelle-Guinée. Alors c'est presque anecdotique bien sûr par rapport aux combats qui auront lieu plus tard, mais les premiers combats, les premiers faits d'armes australiens sont, et néo-zélandais. Sont en Nouvelle-Guinée, qui était un territoire. Oui, l'objectif est de prendre des stations de radio allemandes, car on le sait peu, mais les Allemands avaient des colonies en Nouvelle-Guinée. Tout à fait. Alors cette campagne de Gallipoli en 1915, elle est décidée par Winston Churchill, qui était premier lord de l'amirauté. L'idée était d'ouvrir un second front pour essayer de percer ce détroit des Dardanelles. On pensait que c'était faisable assez facilement, d'abord par une tentative navale qui va se solder par un échec cuisant en mars 1915. On va donc décider d'envoyer des troupes au sol, un débarquement de troupes, et on va utiliser ces troupes qui se trouvent à proximité en Égypte, donc les troupes australiennes et néo-zélandaises. Le 25 avril 1915, c'est le débarquement sur la presqu'île de Gallipoli. Les Australiens, les Britanniques, des Français également, n'ayons pas la participation française dans les Dardanelles, débarquent au pied des falaises de la péninsule. Alors côté australien, c'est malheureusement dès le début ça se passe assez mal, puisqu'ils débarquent au mauvais endroit, font face à une falaise, et malgré leur gain des premiers jours, parce qu'ils vont réussir à monter sur les crêtes, ils vont être stoppés assez rapidement, et cette campagne des Dardanelles va s'enliser pendant des mois sur quelques kilomètres carrés. Je pense que Sylvestre, il faut rappeler que les Alliés ont complètement sous-estimé la résistance des Turcs. Tout à fait. On pensait vraiment qu'en quelques jours l'affaire serait bouclée. Seulement les Turcs ont été entraînés par les Allemands. Et manifestement, les leçons étaient bien apprises. Tout à fait. Le terrain aussi est très difficile. Et cette campagne, si elle est assez restreinte et assez petite par rapport au front ouest, elle est extrêmement meurtrière. Et elle a cette particularité d'être si petite qu'il n'y a pas d'arrière-front, contrairement aux autres fronts. C'est-à-dire que techniquement, il n'est pas possible pour ces soldats australiens d'aller au repos. Ils sont constamment au front. Alors c'est un élément fondateur dans l'identité australienne, puisque ce 25 avril va devenir le jour des commémorations, ce qu'on appelle l'Anzac Day. On peut rappeler ce que signifie Anzac, c'est l'acronyme de Australian and New Zealand Army Corps, c'est-à-dire corps d'armée australien et néo-zélandais. On va beaucoup parler aujourd'hui des Australiens, mais aussi des Néo-Zélandais qui sont un petit peu les oubliés de ces cérémonies, quelque part, dont la participation a été également très importante, notamment dans la Somme en 1916. Pour en revenir précisément à la campagne de Gallipoli, donc la bataille, on l'a déjà dit, mais dure 8 mois. Et se solde donc par un bilan humain terrible. L'Australie compte 30 000 victimes à la fin des 8 mois et la Nouvelle-Zélande 7 400 victimes. Alors quand on parle de victimes, effectivement, on comptabilise les morts, les disparus, les blessés et éventuellement les prisonniers. Beaucoup d'ailleurs de ces victimes de Gallipoli vont décéder suite de maladies, notamment.
Alors, après cette campagne de Gallipoli et l'évacuation de Gallipoli qui a lieu en décembre 1915, les troupes australiennes et néo-zélandaises arrivent en France en mars-avril 1916. Beaucoup de ces vétérans arrivent à Marseille, débarquent à Marseille et de Marseille prennent le train jusque dans le nord où ils vont être cantonnés dans le secteur d'Armentières. Alors l'ambassadeur nous parle d'un soldat qui s'appelait le soldat Edward Lynch, qui a écrit ce qu'il a vécu pendant l'hiver 1916 dans la Somme, notamment les conditions terribles à cause de la boue. Alors je cite ce soldat, le private Edward Lynch, « C'est la fin de l'hiver 1916 et les conditions sont presque insupportables. Nous vivons dans un monde de boue. Nous dormons dedans, nous travaillons dedans, nous combattons dans la boue, nous pataugeons dans la boue et nous mourrons aussi dans la boue. Nous ne pouvons pas en échapper, même pas dans la mort. » This morning's call to remembrance will be delivered by Air Marshal Leo Davies, AOCSC, Chief of the Royal Australian Air Force. Alors c'est le chef de l'armée de l'air australienne qui va maintenant intervenir et qui va nous parler des Australiens en 1916, oui, de leur arrivée dans les Flandres et de leur premier combat à Fromelles. A century ago, Australians arrived on the Western Front. Some were veterans of the Gallipoli campaign, already acutely aware of the fragility On a dit of que life beaucoup étaient des on the vétérans front line. de Gallipoli, mais il y avait également beaucoup de nouvelles recrues, beaucoup de soldats inexpérimentés qui se sont portés volontaires pour rejoindre la nouvelle armée australienne. Oui, ça, il faut bien rappeler, Sylvestre, hein, que tous les soldats australiens étaient des volontaires. Hein. Tout à fait. Et au début de la guerre, c'était le cas également pour les soldats néo-zélandais. Mais à la fin de la guerre, la Nouvelle-Zélande avait mis en place adopté la conscription. Oui, tout à fait. Alors quelques chiffres, hein, la population australienne était de 4,5 millions d'habitants, il y a presque 400 000 volontaires. Ce sont des chiffres énormes. Alors la bataille de Fromelles a été la première grande bataille majeure à laquelle les Australiens ont participé. Voici le témoignage du soldat Jimmy Downing du 57e bataillon qui a participé à cette bataille qui fut terrible. Le soldat nous décrit: l'air était épais, avec des balles bruissant le bruit de la mort. Les balles écrémaient bas, du genou à l'aine, criblant les corps avant même qu'ils ne touchent le sol. Mais les lignes avançaient, des centaines furent fauchées dans les scintillements d'une paupière, comme des rangées de dents d'un peigne cassé net. Et la ligne avançait encore, de plus en plus mince et étirée. Les blessés déambulaient dans les trous d'obus, ou étaient touchés à nouveau. Les hommes étaient coupés en deux par les flots de balles, et ils avançaient toujours. Cette bataille de Fromelles va être extrêmement coûteuse, puisque ce sont plus de 5500 Australiens qui vont être tués, blessés ou portés disparus en cette seule journée du 19 juillet 1916. Mais voilà. On peut peut-être expliquer un peu le contexte de cette bataille de Fromelles, hein, puisque donc, on vous l'a dit, la grande bataille de la Somme débute le 1er juillet 1916, et très vite le haut commandement britannique s'aperçoit que les gains escomptés ne sont pas là. Hein, les hommes tombent les uns après les autres sans aucun gain de territoire. Donc on demande justement aux Australiens de faire une bataille de diversion un peu plus au nord que la Somme. Oui, l'idée, effectivement, c'est une diversion, c'est d'essayer de faire croire aux Allemands qu'une offensive est imminente dans les Flandres, et aussi d'éviter, d'empêcher les Allemands d'envoyer des renforts sur le front de la Somme. Malheureusement, cette bataille est très vite et très mal planifiée. Tourne très vite au désastre aussi. Tourne très vite au désastre, et pas seulement pour les Australiens. Il faut rappeler qu'une division britannique aussi participe à cette bataille et subit également des très
très lourdes pertes. Et 2 jours plus tard, une autre grande bataille débute pour les Australiens. Alors là, cette fois-ci, dans la Somme, au plein cœur de la bataille de la Somme, donc à Pozières. Voilà, C'est c'est le 23 juillet. la bataille de Pozières. Alors, on évoque souvent la date du 1er juillet, la bataille de la Somme. 1er juillet, c'est le premier jour. Les Australiens ne participent pas au premier jour de l'offensive, mais arrivent donc 3 semaines plus tard à Pozières. Ce sont 3 divisions australiennes qui vont combattre à Pozières et autour de Pozières, dans un triangle de quelques kilomètres carrés. Ces Australiens, en moins de 6 semaines de combat, vont y perdre 23 000 hommes. Donc après cette terrible bataille de Fromelles dont nous parlions, la bataille de Pozières est encore plus coûteuse, et c'est d'ailleurs dans l'histoire militaire australienne les pires pertes de toute leur histoire. Le célèbre historien australien Charles Bean, oui, Charles Bean a écrit justement une petite phrase qui résume bien, hein, le plateau de Pozières a vu semer le plus de vie australienne que n'importe quel autre endroit sur Terre. Donc, et d'ailleurs, la route qui menait de Albert à Pozières était surnommée la Dead Road, la route de la mort. Will now lead us in a prayer of remembrance, followed by a prayer for peace. alors c'est maintenant Let us la pray. prière du souvenir. A prayer of remembrance. In this quiet, sombre and beautiful place, we pause this morning to reflect and remember before you, eternal God, the tragedy of the battles that occurred here. We remember before you all who came here and gave their lives in defence of homes, families and their nation. They were far from home, protecting the lives and liberties of people in peril. As we recall the legacy of devotion to duty and of sacrifice for the security and welfare of others, make us, we pray, a people zealous for peace. May we have the grace to live in a spirit of justice, generosity and peace, and so reflect your will for our world. I pray this in Jesus' name. Amen. And a prayer for peace. Alors à présent, la Lord prière God pour of the la paix. nations, you are the one who reminds us that the light shines in the darkness, and the darkness did not overcome it. Have mercy on our broken and divided world. Give us a keen sense of peace and justice, that all peoples may learn to live together as members of one family. I pray this in the name of the one who died to bring peace. Amen. Voilà, c'était la prière du souvenir, la prière de la paix. C'est maintenant le gouverneur général d'Australie, Sir Peter Cosgrove, qui va intervenir. Governor General of the Commonwealth of Australia. Oui, alors ça c'est un événement, hein, Sylvestre, car il est rarissime que le gouverneur général d'Australie se déplace pour cette cérémonie de Villers-Bretonneux. Et en l'occurrence, pour Sir Peter Cosgrove, c'est la première fois qu'il se rend ici sur le site. Oui, tout à fait. Car il a pris ses fonctions en mars 2014, hein, c'est assez récent. Alors, là, bah, alors il reprend l'histoire aussi de Gallipoli. Hein. Voilà, et il évoque l'arrivée de ces Australiens volontaires en France. Et notamment leur première image, lorsqu'ils arrivent, qui est assez idyllique de la campagne, puisque ces soldats australiens décrivent une campagne pittoresque de villages, des champs, cultures verdoyants, une vie dans la campagne agréable, des estaminets, c'est le nom donné au café dans le nord de la France. Et assez rapidement, ça va changer au fur et à mesure que ces Australiens arrivent sur le front. Ils se rendent compte que les villages sont réduits en ruines, que les fermes
ont brûlé ou ressemblent à des squelettes, Réduite à l'état de squelette, oui. et que la campagne s'est transformée en un champ de boue et de champs de bataille et de sapes, et que ces batailles, Oui, alors là, il évoque l'enfer des batailles, avec les puissants tirs d'artillerie, le crépitement des mitrailleuses. quelque chose que les Australiens n'ont jamais connu à cette échelle auparavant. Il évoque aussi le bruit des tanks qui font, on en parlera plus tard, qui font leur apparition dans la Somme, hein, en septembre 1916. Et bien sûr, la camaraderie entre ces soldats, les liens qui s'unissent, qui sont très forts. Hein. Ils combattent, ils vivent et ils meurent ensemble. Private Reginald Kelly, having learnt of his father's death, wrote home to his mother, urging her to stay Alors strong. le soldat Reginald Kenny, qui avait appris la mort de son père, a écrit une lettre à sa mère pour lui dire de rester forte et qu'il fallait qu'elle tienne le coup. Et malheureusement, ce soldat, il écrit cette lettre en mars 1916 et il est tué à Pozières quelques mois plus tard. They suffered not knowing what was happening on the other side of the world, anxious and apprehensive, waiting for the next letter, fearing what a telegram évoque aussi or a clergyman's knock at the door. Les familles qui attendent d'avoir des nouvelles de leur mari ou de leur fils, dans l'anxiété, sans savoir. Ces familles aussi qui envoient des colis, hein, à leurs soldats. Et le rôle du courrier qui est très très important, c'est ces lettres qui permettent d'avoir, dans un sens comme de l'autre, d'avoir des nouvelles. In reality, Ray was often subject to artillery fire and soon became seriously wounded and returned home. Alors, il évoque le soldat Owen Lewis, qui était un pilote d'aviation, il faisait partie d'une fratrie de 4 frères qui sont portés volontaires. Et il écrit des lettres chaque semaine, pendant 5 semaines, jusqu'à ce que ces lettres s'arrêtent. Sa famille ne reçoit plus de lettres. Et un mois plus tard, les lettres n'arrivent plus, mais une lettre épaisse arrive. Et dans cette lettre qui arrive à sa famille en Australie, il y a une photo de la tombe d'Owen, de la stèle. And another family behind the lines, the French. On évoque aussi les Français, les civils français notamment pendant le conflit et les relations que les Australiens vont entretenir avec le réconfort des Français, le réconfort, la vue aussi de ces veuves habillées en noir qui va choquer les Australiens. Et aussi tout ce temps passé à l'arrière du front, un temps assez agréable et nécessaire en temps de guerre pour ces soldats afin de survivre à toutes ces horreurs de la guerre. Parce qu'il faut bien comprendre que les soldats en temps de guerre ne sont pas tout le temps sur le front. Il y a une rotation constante des unités. Donc les soldats passent beaucoup de temps à l'arrière, au contact de la population civile, au contact des gens, à s'entraîner, à faire du sport aussi. Les Australiens vont faire beaucoup de compétitions de sport. C'est une nation de sportifs. Et il va y avoir des matchs de cricket qui vont être organisés, des matchs de football, de rugby.
to remember them and to share our admiration and respect, just as in the coming months we will return to mark a century since battles at other places like Alors, on va beaucoup parler aujourd'hui, bien évidemment, des batailles de Fromelles et de Pozières, des batailles de 1916, puisque c'est le 100e anniversaire de ces batailles de 16. A triumph between people from opposite sides of the world who, surrounded by war, found joie de vivre and the beauty of life together. Let us never forget each other and what truly binds us. On behalf of all Australians, thank you, Voilà, donc merci il beaucoup. rappelle que malheureusement cette période a tissé des liens profonds entre la France et l'Australie. Des liens d'ailleurs qui sont de plus en plus forts, hein, puisqu'on peut voir que ces liens sont encore très forts, notamment avec la ville de Villers-Bretonneux et l'Australie. Alors à présent, l'hymne célèbre Le Seigneur est mon berger. And the Royal Australian Air Force Band, directed by Squadron Leader Matthew Shelley. Oui, donc voilà, ce chant, le Seigneur est mon berger, est donc un chant qui est interprété systématiquement à chaque cérémonie australienne de Villers-Bretonneux. Et à présent, nous devrions... Voilà, donc là, à présent, c'est le Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense française, donc qui prend la parole. Monsieur le gouverneur général, mesdames et messieurs les ministres, monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, c'est avec émotion que je participe avec vous à cette cérémonie de l'aube.
En cet instant, je mesure l'honneur qui est le mien de prendre la parole devant vous en ce lieu qui rappelle le sacrifice de tant des vôtres au service d'une victoire si chèrement payée. Aujourd'hui, nous honorons la mémoire des soldats de l'Anzac, de ces centaines de milliers d'hommes qui traversèrent les océans pour partager avec les soldats de France et d'Angleterre le terrible privilège de la fraternité des armes. Il y a bientôt 100 ans, à l'aube du 25 avril 1918, 3 ans après la bataille de Gallipoli, à l'heure et au lieu où nous nous trouvons, les bataillons australiens partaient à l'assaut des lignes allemandes pour briser une offensive ennemie que rien ne semblait pouvoir arrêter. En accomplissant cet exploit, ils ouvraient la voie à la contre-offensive alliée qui devait mettre fin à 4 années de l'un des affrontements les plus tragiques de notre histoire et dont nous commémorons en ce moment le centenaire. Venus de si loin, ces jeunes hommes avaient quitté leur foyer. Ils avaient laissé derrière eux leur famille et leurs projets. Ils avaient ainsi répondu à l'appel du devoir avec un courage qui force l'admiration. Commencé dans le port d'Albany, où j'ai eu l'honneur de me rendre il y a 2 ans pour le centenaire des premiers départs des troupes de l'Anzac, le 1er novembre 1914, l'odyssée de ces volontaires d'Océanie les mènera du détroit des Dardanelles aux tranchées de la Somme, du front d'Orient aux derniers affrontements de l'automne 1918. Partout, on les verra affronter la dureté extrême des combats avec ce sens de la camaraderie, la fameuse mateship qui est entrée depuis dans la légende. Avec l'opération des Dardanelles, le corps d'armée australien et néo-zélandais fait l'épreuve du feu. Je n'oublie pas que le jour de l'Anzac marque d'abord l'anniversaire du débarquement de Gallipoli. Au point du jour, le 25 avril 1915, avec la détermination de ceux qui brûlent de prouver leur valeur, les diggers australiens s'élancent à l'assaut des positions ottomanes, retranchés sur les hauteurs de la péninsule et bien préparés par des années de coopération avec l'armée allemande. Par ce fait d'armes, l'Australie a fait savoir au monde entier qu'il devrait désormais compter avec elle. C'est au feu des combats d'Orient que votre nation a forgé, monsieur le gouverneur général, une part glorieuse de son identité. Aujourd'hui, dans le calme retrouvé du promontoire qui surplombe la mer Égée, là où reposent tant de héros, la jeunesse d'Australie vient régulièrement se recueillir à la mémoire de ses anciens. À partir du printemps 1916, les divisions de la première force impériale australienne parviennent en France. Elles participent d'abord à la bataille de la Somme, dont nous commémorons cette année le centenaire. Nous leur devons ensuite quelques-unes des plus belles victoires des années 1917 et 1918. Pozières, Formel, Bullecourt, Villers-Bretonneux, Le Hamel. À chaque fois, les pertes consenties sont terribles. À chaque fois, la bravoure des troupes australiennes sous le feu allemand permet d'emporter la décision. Née de tant d'épreuves partagées, la fraternité qui unit l'Australie et la France est ancienne et pérenne. J'ai visité avec émotion il y a 2 mois le mémorial franco-australien érigé en 1961 à Canberra en l'honneur des soldats qui ont péri pendant la Grande Guerre. Des soldats de l'Anzac aux combattants de la Seconde Guerre mondiale qui aidèrent à la libération de la France, il y a pour nos 2 pays la continuité d'une amitié qui n'a jamais failli, même dans les tragédies de l'histoire. Les commémorations de la Grande Guerre nous le rappellent, mais aussi notre combat commun aujourd'hui contre le terrorisme et notre engagement commun partout dans le monde
au service de nos valeurs. Les avions australiens et français travaillent en lien étroit au Moyen-Orient. Nos bâtiments de surface et nos sous-marins coopèrent plus que jamais ensemble dans l'océan Indien. Nos avions de transport, nos hélicoptères et nos forces terrestres agissent de concert dans le Pacifique pour venir en aide à ceux que des désastres naturels ont privé de tout. Votre présence si nombreuse aujourd'hui, chers amis australiens, affirme la force du lien qui unit nos deux peuples au service d'un idéal commun de paix, de justice et de solidarité. En ce lieu de mémoire, où la France se rappelle ce qu'elle doit à la jeunesse d'Australie, qui par 2 fois en un siècle est venue se battre sur son sol pour que vive la liberté, je forme le vœu que notre fraternité grandisse dans les mains des générations à venir, elles qui, après nous, célébreront à leur tour la légende des soldats de l'Anzac. Alors vous avez vu que le ministre français a fait un lien entre l'histoire ancienne, si je puis dire, du siècle précédent et l'époque actuelle, en marquant bien les liens qui unissent toujours la France et l'Australie, et notamment dans ces nouveaux combats contre le terrorisme. Alors c'est maintenant un soldat australien, le caporal Greg Miller, qui va nous lire le témoignage d'un brancardier australien pendant la Première Guerre mondiale qui s'appelait Peter Royden Hall, qui était originaire d'Australie de l'Ouest. Et ce brancardier a consigné dans un cahier. Il a écrit jour le jour ce qu'il a vu et ses expériences sur le front ouest. Et il décrit notamment ce paysage ravagé par les trous d'obus, les destructions, la boue. Et il explique, il comprend pourquoi il y a autant de disparus, de soldats qu'on n'a jamais pu retrouver. Oui, c'est l'occasion de rappeler d'ailleurs que le mémorial australien de Villers-Bretonneux à ce mur là que nous voyons là derrière les soldats, derrière l'Assemblée, sur ce mur sont gravés les 11 000 noms des soldats australiens disparus. Disparus, ces soldats qui n'ont jamais été retrouvés. C'est l'équivalent australien du Thiepval pour les Anglais. Tout à fait, pour les Britanniques. Alors une traduction de ce cahier est assez édifiant. Ce soldat décrit lorsqu'il arrive sur le champ de bataille, il voit dans un trou d'obus, en regardant dans un trou d'obus, on pouvait voir les jambes et la moitié du corps d'un malheureux Tommy. Tommy, le surnom du soldat britannique, et aussi la tête à moitié décomposée d'un Allemand, à côté duquel se trouvait un casque en acier qui présentait des impacts de balles correspondant à ceux du crâne. Un petit peu plus loin, il décrit qu'il marche et son pied bute contre une chaussure, et il se rend compte que dans la chaussure, la jambe d'un soldat est encore enterrée à même le sol. Un tiers des soldats australiens qui sont morts pendant la Grande Guerre n'ont pas de tombe connue. Un tiers, c'est énorme. Donc, leurs noms sont inscrits sur ce mémorial, on vient de le dire, mais aussi sur d'autres mémoriaux, notamment en Belgique, sur la porte de Ménin, et également mémorial de Fromelles, dans un cimetière qui s'appelle Vissy Corner. And also with it, that little wooden cross which had the brand of some bully bee or the name of a jam mate. And so, another mother's son is lost to record. Voilà un témoignage assez émouvant de ce brancardier australien. Private Hall returned to Australia in November 1917 after becoming a casualty himself and went on to lead a full life.
Ce soldat donc est retourné en Australie après avoir été blessé, il s'est marié en 1925 et est mort à Perth en Australie à l'âge de 78 ans. Alors à présent, va commencer la longue cérémonie de dépôt de gerbes. Voilà, alors c'est le gouverneur d'Australie qui va être le premier à déposer ses gerbes, suivi de M. Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense. Governor General of Australia and Lady Cosgrove, Monsieur Jean-Yves Le Drian, Minister of the Defence of the French Republic. Voilà donc le premier dépôt de gerbes avec le gouverneur général d'Australie accompagné de sa femme et notre ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Alors on a dit que le gouverneur général d'Australie était un personnage très important puisqu'il est le représentant officiel de la reine en Australie. Dans le système politique australien, la reine d'Angleterre est encore à la tête de l'Australie. Elle a d'ailleurs le titre officiel de reine d'Australie. De reine d'Australie, tout à fait. Et le gouverneur général est son représentant. Voilà. Alors c'est important de le rappeler puisque c'est une des raisons pour laquelle tant d'Australiens se sont portés volontaires pendant la Première Guerre mondiale. Ces Australiens avaient un lien très très fort avec la Grande-Bretagne, la mère patrie. Alors c'est un petit peu moins vrai aujourd'hui, mais à l'époque, beaucoup d'Australiens étaient nés en Grande-Bretagne ou leurs parents étaient nés en Grande-Bretagne. Nous n'avons pas beaucoup parlé des Néo-Zélandais pendant la bataille de la Somme. Les Néo-Zélandais vont combattre un petit peu plus tard que les Australiens, le 15 septembre 1916, lors de cette deuxième phase de l'offensive de la Somme. Ça va être l'entrée de la division néo-zélandaise sur le front de la Somme. C'est un jour important, le 15 septembre 1916, puisque ça va être également le jour de la première apparition des chars dans l'histoire, des chars britanniques qui vont participer au relatif succès de cette attaque de septembre. C'est la bataille de Flers-Courcelette. Voilà, bataille de Flers-Courcelette. Une commune au nord d'Albert, un peu au-dessus de Pozières du reste. Voilà, la division néo-zélandaise qui s'élance entre le bois d'Elville et le bois des Fourquaux, avec succès, appuyé de ces chars. Relativement peu de chars, puisque ce jour-là, beaucoup de ces chars vont tomber en panne. Oui, à l'origine, il y avait 50 chars qui devaient participer à l'attaque. En fin de compte, seuls 32 vont prendre la position de départ. Et en fin de compte, seuls 9 vont pénétrer réellement les lignes allemandes. Hein. Alors chaque char avait un nom, et l'un de ces chars avait été baptisé Crème de Menthe, et ce char va aller assez loin ce jour-là, puisqu'il va rentrer dans les défenses allemandes, dans le village de Flers, et causer la panique au sein des défenseurs allemands. Et ces chars vont jouer quand même un rôle certain dans le succès de l'attaque des Néo-Zélandais le 15 septembre. Oui, car à cet endroit-là du front, effectivement, les lignes allemandes sont enfoncées et les Britanniques gagnent presque 3 km de terrain. Tout à fait, ce qui est beaucoup dans le... Oui, ça ce qui paraît est énorme relativement par peu, rapport mais... à l'ensemble de la bataille de la Somme qui n'a pas donné de gains significatifs de territoire. Hein. Tout à fait. Alors dans ces soldats néo-zélandais, on peut donner l'exemple du soldat Brown qui va être tué ce jour-là, mais par sa bravoure va recevoir la Victoria Cross, à titre posthume. La Victoria Cross, rappelons-le, qui est la plus haute distinction militaire dans l'armée britannique.
Et ce soldat, ce sera le premier soldat néo-zélandais à avoir la Victoria Cross sur le front européen. Un certain nombre de soldats d'origine maori aussi combattent au sein de la division néo-zélandaise, puisqu'il y a un bataillon maori. Et un certain nombre de tombes de ces soldats maoris se trouvent dans les cimetières militaires. Par exemple, à Longueval, le cimetière de Caterpillar Valley contient un certain nombre de ces tombes. Une cérémonie, d'ailleurs, a lieu au mémorial néo-zélandais en présence d'officiels néo-zélandais et également de Maoris qui sont toujours associés aux commémorations néo-zélandaises. Alors peut-être peut-on parler du bilan humain de cette bataille de la Somme, hein, qui est quand même la bataille qui a fait le plus de victimes de toute la guerre de 14-18, hein, puisque le nombre de victimes s'élève à plus d'1 million. Et oui, 1 million de 200 000 Français tués, blessés ou portés disparus, 400 000 Britanniques et on estime à peu près un demi-million, également 500 000 les pertes allemandes. En l'espace de 4 mois et demi, puisque cette offensive de la Somme débute le 1er juillet 1916 et s'achève fin novembre, le mauvais temps arrivant, les opérations militaires deviennent impossibles. La boue, on l'a évoqué tout à l'heure, empêche tout mouvement de troupes, tout déplacement de canons et de matériel. Alors cette bataille s'achève, mais ça ne veut pas dire que les combats s'achèvent, puisque ces soldats vont tenir leur position jusqu'en mars 1917, jusqu'au repli des troupes allemandes sur la ligne Hindenburg qui a lieu en mars 17. Alors ces soldats australiens notamment vont passer leur premier hiver sur le front européen, l'hiver 1916-1917, à tenir les positions dans des tranchées aux alentours de Flers, justement, dans des conditions très difficiles, puisque cet hiver 1916-1917 a été un des plus froids du siècle dernier. Beaucoup de ces soldats australiens qui ne sont pas habitués au froid européen vont souffrir de maladies, d'engelures, de ce qu'on appelle le pied de tranchée, de gangrène. Et puis il faut aussi rappeler que les conditions d'hygiène étaient bien sûr déplorables dans les tranchées. Vous parliez, Jean-Paul, de l'historien Charles Bean, l'historien officiel des Australiens pendant la Grande Guerre, qui a suivi sur le front les troupes australiennes et qui a pris notamment un certain nombre de photos de ces campagnes australiennes, notamment ce fameux hiver 1916-1917. Ces photos sont accessibles sur le site de l'Australian War Memorial, une collection de photos assez remarquables de tous ces lieux dans la Somme dans lesquels les soldats australiens sont passés. Alors, ce sont des photos du front, bien entendu, mais aussi des photos de l'arrière-front. Hein, tous ces villages où les soldats australiens passaient du temps au repos. Peut-être, Sylvestre, pouvons-nous aussi aborder la figure du général Monash. Le général Monash, qui était le chef donc de la force expéditionnaire australienne. Alors Monash, personnage très intéressant puisqu'il était d'origine prussienne, ses parents étaient prussiens, avaient émigré en Australie. Et ce général, qui ne provenait pas de l'armée régulière, hein, c'était un réserviste, en 1917, on va lui donner le commandement d'une division australienne, la 3e division australienne, qui est la plus récente. Et il va combattre dans les Flandres et va acquérir beaucoup d'expérience, notamment à côté des Britanniques. Et en juin 1918, on va donner à Monash le commandement des 5 divisions australiennes. Alors c'est un élément important dans l'histoire australienne puisque c'est la première fois que toutes les troupes australiennes se retrouvent sous le commandement d'un Australien.
Et ce général Monash, qui était un ingénieur de formation, un homme très intelligent, était également très doué dans la planification des offensives. Ladies and gentlemen, please stand for the ode, Alors, which will be read by Australian veteran Corporal Dan Kieran VC. David And the Chalmers acte de souvenir, demande à l'assistance de se read by lever the Mayor pour of les, La Bretonneuse, pour les Dr. hymnes. Patrick Simon. These will be followed by the last post, 1 minute silence and reveille. Alors c'est l'acte du souvenir qui va être lu par le caporal Daniel Cagran, qui a été décoré de la Victoria Cross pour la campagne d'Afghanistan. Straight of limb, true of eye, steady and aglow. They were staunch to the end against odds uncounted. They fell with faces to the foe. They shall grow not old, as we that are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun, and in the morning, we will remember them, lest we forget. Voilà, nous nous souviendrons d'eux. Et l'assistance répond effectivement, nous nous Ils ne souviendrons d'eux. vieilliront pas, contrairement à nous qui aurons cette chance. Ils ne seront pas épuisés par l'âge ni condamnés par les années. À la tombée de la nuit et au petit matin, nous nous souviendrons d'eux. Nous nous souviendrons d'eux. Ne les oublions jamais. Voilà. Ce petit texte donc est lu par le maire de Villers-Bretonneux, le docteur Simon. Alors juste avant les hymnes nationaux, la montée des couleurs. Alors conformément au protocole, le drapeau australien toujours hissé sur la gauche, et le drapeau français à droite. Une minute de silence est demandée à l'Assemblée.
post que vous venez d'entendre, qui signale la fin de la journée. C'est l'équivalent, la fin de la journée, qu'on joue en fin de journée, pardon. C'est l'équivalent de la sonnerie aux morts, qui est joué comme un dernier adieu et symbolise la fin du devoir des morts qui peuvent reposer en paix. C'est suivi par le réveil, qui symbolise le réveil du soldat à l'aube. À présent, Ladies and place gentlemen, aux please hymnes remain nationaux standing for the national anthems of France and Australia. pour débuter la Marseillaise. Le chœur va entamer l'hymne australien. C'est maintenant l'introduction à la bénédiction finale. I now invite Chaplain Russell to deliver the final blessing. Alors juste pour finir sur les hymnes, il faut savoir que l'hymne australien Eternal God, était le God Save the Queen as we jusqu'au depart milieu des this années somber 60. place of remembrance to those who have given their lives for the sake of others, may we go as a people who know life and hope and light, holding fast to that which is good and giving honour to all. And may we know the blessing of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, now and always. Amen. Voilà, donc vous avez pu bien sûr remarquer sur les images que le jour s'était enfin levé. Thank you, Chaplain Russell. We began our service this morning with the mounting of the catafalque party. We moved to its conclusion with the dismount. Alors il faut peut-être expliquer pourquoi la cérémonie a lieu à une heure si matinale. Le 25 avril 1915, on l'a dit, les Australiens ont débarqué sur la presqu'île de Gallipoli au matin, à l'aube. Et 3 ans plus tard, le 25 avril
1918, le matin, à la même heure, 2 brigades australiennes ont mené une contre-attaque à Villers-Bretonneux, à l'endroit même où nous nous trouvons, ici. Et pure coïncidence, cette contre-attaque a lieu exactement 3 ans, jour pour jour, après Gallipoli. C'est la raison pour laquelle ce lieu, Villers-Bretonneux, a été choisi après la guerre par les autorités australiennes pour y ériger le principal mémorial australien sur le front ouest. Alors ce jour, Anzac Day, en Australie et en Nouvelle-Zélande, est un jour férié. C'est le jour de commémoration principale. Et toutes ces commémorations ont lieu à l'aube, à chaque monument, dans chaque ville. L'Anzac Day qui est célébré en Australie, en Nouvelle-Zélande et également à Gallipoli. À Gallipoli, tout à fait. The final part of our service is the laying of personal wreaths and floral tributes. J'invite tous ceux qui souhaitent déposer une gerbe à s'avancer maintenant. Can I ask everyone not laying a wreath to please remain in their seats during this period? Les gens du public qui vont pouvoir déposer des gerbes ou des fleurs au pied du mémorial. And in sequence according to the number you've been issued. For those people not registered, could I ask that you position yourself at the rear in order to be called forward once all registered wreath layers have done so? On peut peut-être dire quelques mots sur ce mémorial, puisqu'il a été inauguré en 1938. Oui, c'est le dernier mémorial. Tout à fait, le dernier, c'est très tardif, puisque 20 années après la fin de la Première Guerre mondiale et seulement 1 an avant le début de la Seconde. Inauguré par le roi George VI. Le roi George VI, oui. Et on peut le voir président Albert Lebrun pour la France. Et on peut voir d'ailleurs sur la tour centrale, des impacts de balles et d'obus qui datent des combats de 1940. Pendant la campagne de 1940, il y a eu des combats aux portes d'Amiens. Des combats assez féroces, assez violents, et le mémorial australien avait été sévèrement endommagé. Oui, il porte encore les stigmates de ces combats. Il a été restauré au début des années 50 et on a volontairement laissé des traces visibles de ces combats de 40. Alors là, vous l'avez compris, hein, toutes les personnes qui désirent déposer une gerbe ou une petite croix ou une couronne de coquelicots sont invitées à le faire. Cela marque traditionnellement la fin de la cérémonie. Beaucoup de ces familles déposent une gerbe ou une couronne de fleurs en hommage à un grand-père, un arrière-grand-père, un grand-oncle qui a combattu ou dont le nom est inscrit sur ce mémorial. Ces Australiens et Néo-Zélandais viennent en grand nombre en France et en Europe pour rendre hommage à leurs ancêtres tombés en France ou en Belgique. C'est un élément très important dans la culture et la construction de l'identité australienne. On peut voir à l'écran ces Australiens enroulés dans leur drapeau. Puisqu'on l'a dit, c'est la Première Guerre mondiale, c'est la première fois que les soldats australiens ont combattu en tant qu'Australiens. C'est la naissance de leur identité militaire. Glenys Ridgway, for Edward Ridgway and John Ridgway. Dylan Verridget, Ceres Clack. Peut-être juste un petit mot là, parce que cette année, c'est une année un peu particulière. On attendait beaucoup de monde pour le centenaire de cette bataille de la Somme, et en fin de compte, Sylvestre, vous êtes guide sur les champs de bataille, hein, vous pouvez confirmer que malheureusement, il y a eu beaucoup de défections. Hein. Il y a eu beaucoup de défections suite aux attentats de l'année dernière et cette année, qui ont beaucoup touché les Australiens. On a pu remarquer beaucoup d'annulations de groupes australiens.
who have registered 21 to 30. Donna Fitchner. Il la reprend peut-être. On peut évoquer certains noms de soldats australiens qui sont sur ce mémorial. Certains noms de ces soldats disparus, dont la plupart, bien évidemment, sont disparus au combat, mais pas seulement. Il y a certains disparus par accident. Par exemple, le soldat William Gravel, soldat qui a combattu à Gallipoli et qui est arrivé à Marseille avec son unité, le 60e bataillon, et qui était dans le train en route vers le nord de la France. Les trains à l'époque étaient très lents. Et ce soldat va bêtement mourir en voulant satisfaire un besoin naturel, en ouvrant la porte du train, alors que le train entrait dans un tunnel. Il va heurter la voûte du tunnel et mourir sur le coup, tomber du train, son corps est éjecté du train. Et ce soldat était enterré dans un petit village de Saône-et-Loire qui s'appelle Mussy-Soudain. Et ce soldat a été inscrit sur ce mémorial aux disparus par erreur, puisque sa mort n'avait pas été rapportée. Et son nom est encore inscrit sur ce mémorial, alors que ce soldat est bien enterré à Mussy-Soudain en Saône-et-Loire. Et aujourd'hui, des élèves de cette petite commune sont présents. Des élèves de Saône-et-Loire sont venus rendre hommage à ces Australiens. Donc on voit bien que le lien avec l'Australie, c'est pas seulement ici dans la Somme, mais ça va bien plus loin. On évoquait les Néo-Zélandais aussi, on peut parler d'une cérémonie que les Néo-Zélandais ont organisée à Marseille il y a quelques jours pour marquer le 100e anniversaire de l'arrivée des troupes néo-zélandaises à Marseille. Il y a malheureusement aussi un certain nombre de frères qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale. Et sur ce mémorial que vous voyez, des noms de frères, je pense par exemple au frère Docking, qui était dans le 10e bataillon, dont les noms sont inscrits. Ces frères qui se sont engagés ensemble en Australie, se sont portés volontaires tous les deux au même moment. Ils ont intégré la même unité, ils sont morts le même jour. Et tous les deux ont été portés disparus, n'ont pas de tombe connue. On peut imaginer la détresse des familles et des parents dans de tels cas. Oui, d'ailleurs, au cours de la guerre, l'Australie perd 60 000 hommes, compte aussi 140 000 blessés, et la Nouvelle-Zélande, elle, a eu 50 000 blessés et 20 000 morts quand même. Hein. Ce sont des chiffres qu'on... C'est des chiffres qui sont assez peu connus, mais qui sont énormes. Extrêmement significatifs pour des nations qui, effectivement, étaient très peu peuplées à l'époque. Hein. Alors d'ailleurs, si on rapporte ça statistiquement, c'est des taux de perte élevés. Ça s'explique aussi par le fait que ces unités australiennes et néo-zélandaises étaient essentiellement des unités combattantes. Il y avait 5 divisions australiennes combattantes, une division néo-zélandaise de taille très importante, une très grosse division néo-zélandaise. Toute la logistique était en grande partie fournie par les Britanniques. Donc ces Australiens, ces Néo-Zélandais, la plupart c'était des combattants. Et ils ont pris part à la plupart des grandes batailles, à toutes les grandes batailles sur le front européen. La Nouvelle-Zélande a perdu 3 généraux au cours de la Première Guerre mondiale. Un général, le général Fulton, a été tué à Mayi-Maillé, justement, dans la Somme, en 1918. Alors, la Nouvelle-Zélande, qu'on connaît surtout ici par l'équipe de rugby des All Blacks, oui. Bien sûr, qui est équipe qui existait déjà à l'époque. Et l'ancien capitaine des All Blacks, qui s'appelait Dave Gallagher, s'est porté volontaire, a rejoint la division néo-zélandaise, a combattu en 1916 et en 1917, a été mortellement blessé dans les Flandres. Il est mort suite de ses blessures. Il est enterré dans un cimetière militaire à côté d'Ypres. Et lorsque l'équipe de France de rugby se rend en Nouvelle-Zélande, régulièrement, l'un des matchs que la France joue contre les All Blacks est appelé le Challenge Gallagher. En hommage à ce capitaine des All Blacks.
beaucoup de sportifs ont rejoint les rangs de l'armée à l'époque, un certain nombre de rugbyman australiens, des cyclistes, des joueurs de cricket. Ladies and gentlemen, please stand for the departure of the porte-drapeau and the official party. Oui, là nous nous acheminons vers la fin de la cérémonie. Les porte-drapeaux quittent leur emplacement. Alors dans l'assistance, on peut remarquer la présence de Barbara Pompili et de Pascal Boitard. Il est temps de conclure, vous avez vu que la cérémonie vient de s'achever. Vous pouvez nous retrouver ce soir pour un résumé après le soir 3. Bonsoir à tout le monde, enfin bonne journée à tout le monde plus exactement. Merci à tous. Et merci à tous. Ladies and gentlemen, that concludes our dawn service here on the Western Front. Thank you for attending, and I encourage you to attend the Villa Bretonneux Town ceremony, which begins at 8:30 this morning. Later today, a ceremony will be held in the